Salut, bienvenue à ici London. L'actualité chez nous au Congo est dominée par les résolutions du dialogue national, les sanctions américaines. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Patrick Djembe, qui est avocat, pasteur et homme d'affaires. Il va débattre avec nous sur les sujets d'actualité. Pour ceux qui ne connaissent pas Patrick, je vais inviter Patrick à pouvoir se présenter à notre audience. Déjà, comme vous avez dit, mon nom c'est Patrick Djembe, je vis à Londres. Je suis le responsable de Rebuild Congo Group. C'est un groupe qui est en train de travailler pour amener un mieux-être au Congo et un changement sur le plan politique, social, économique. Et je suis, comme vous l'avez dit, aussi pasteur, pour ceux qui me connaissent de très près depuis des années. Par cela, j'ai quelques business, comme on va dire, des sideline business, où je suis consultant dans le trading de pétrole et je travaille aussi comme juriste. Voilà ce que je peux dire sur moi. Merci Patrick. Nous avons suivi les résolutions du dialogue. Les élections devront avoir lieu en novembre 2018. Votre analyse là-dessus? C'est déjà une violation grave de la Constitution, parce que la Constitution, elle dit que les élections, surtout présidentielles, doivent avoir lieu chaque 5 ans et normalement, selon le calendrier constitutionnel, on doit avoir les élections au plus tard le 20 décembre de cette année 2016. Et deuxièmement, est-ce que la proposition de la CENI qui va être peut-être actée dans l'accord qui va sortir, est-ce que cette proposition ou cette suggestion, je préfère appeler ça comme cela, est légale? Est-ce qu'elle est imposable à tous? Sur quelle base juridique? Je pense qu'on est en train d'entrer dans une crise de légitimité dont les conséquences seront vraiment très néfastes pour le pays, l'image du pays et la vie de nos populations en République démocratique du Congo. Nous avons suivi aussi la CENCO D'abord, la CENCO a suspendu sa participation au dialogue. Et puis récemment, je crois que c'était cette semaine, la CENCO a exigé à ce que les résolutions du dialogue tiennent compte des demandes ou des exigences du rassemblement. Moi, je ne suis pas membre du rassemblement. Donc, il faudra poser la question au rassemblement pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. On n'a que les informations qu'ils donnent. Je ne soutiens pas aussi le pouvoir en place. Et je ne suis pas aussi prêtre pour être membre du CENCO. Mais ce que je sais, c'est que la CENCO est consciente de la situation, de la gravité de la situation. Comment est-ce qu'un petit groupe de gens peuvent se retrouver dans le camp Tchatchi à Kinshasa et prendre des décisions qui veulent imposer sur tout le monde, alors que ces décisions ne sont pas du tout constitutionnelles. Ce n'est pas le peuple qui les a mandatés pour prendre ces décisions. Et on va se retrouver dans ce qu'on va appeler un coup d'État constitutionnel, qui sera soutenu par une bonne partie de nos politiciens, mais pas soutenu par le peuple. À la fin de la journée, c'est le peuple qui est le chef, c'est le peuple qui doit décider. Et quand on commence à ravir au peuple son droit de décider, c'est là qu'il y a un problème. Donc la CENCO, en tant qu'un groupe de pasteurs, des prêtres, est en train de jouer son rôle de berger et de chercher à ce qu'il y ait l'inclusivité dans la décision. Mais est-ce que si même une bonne partie des politiciens, ça veut dire, je prends 80% de la classe politique se réunit, c'est qu'ils décident quelque chose, et que cette décision-là, même inclusive, ne respecte pas la Constitution, elle aura quelle valeur? Le problème, ce n'est pas vraiment l'inclusivité, selon moi, ça c'est la position de la CENCO. Mais selon nous autres, c'est le respect de la Constitution. Si on ne peut pas respecter la Constitution, il faut que le président de la République tire toutes les conséquences, que les gens qui sont responsables du blocage tirent les conséquences. Et il s'agira de démissionner. Mais on a vu, Kabila était à Vatican, il a été reçu par les papes François. C'est peut-être pour balancer la position de la CENCO, parce que la CENCO s'affirme de plus en plus comme un contrepoids du pouvoir. Bon, l'Église catholique a toujours eu de l'impact dans nos pays, surtout les pays de l'Afrique subsaharienne, particulièrement le Congo.
depuis le temps du cardinal Malula jusqu'à aujourd'hui au cardinal Mosengo. Selon mes informations, le président de la République n'a pas été reçu dans la pièce où on reçoit les chefs d'État au Vatican. Il a été reçu dans une petite pièce qui est liée à la bibliothèque du Vatican. C'est vraiment pas bon signe pour nous. C'est déjà un manque de respect, c'est ce que moi je dirais, de la part du Vatican. Mais deuxièmement, ça envoie un message diplomatique pour montrer que le pape François n'est pas du tout d'accord avec ce que le gouvernement est en train de faire. Souvenez-vous que le représentant du pape, qui est le nonce apostolique, avait fait une déclaration où il était en train de condamner la faiblesse du gouvernement, le crime de la négligence, de non-assistance aux personnes à danger, en ce qui concernait les crimes qui se passaient, les assassinats, les meurtres des populations à Beni. Je pense que personnellement, c'est là que je situe le besoin de la rencontre. À part les autres choses, des spéculations, moi j'ai suivi le représentant du pape condamner le gouvernement pour cela. Et le pape lui-même a condamné le silence des médias qui n'étaient pas en train de parler assez sur le meurtre de nos frères et de nos sœurs dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Tu as souligné un aspect important diplomatique, la présence de Joseph Kabila à Vatican, ça rentre dans les cadres des relations diplomatiques entre le Vatican et la République démocratique du Congo. Et on a suivi aussi les sanctions américaines. Il y a eu même un communiqué de l'ambassade des États-Unis au Congo qui demandait à ce que certains personnels puissent quitter le pays. Et penses-tu que ces sanctions constituent un poids nécessaire pour faire pression à Kabila? Il faut d'abord qu'on différencie les choses. La décision de l'ambassade américaine de demander à sa population non essentielle qui se trouve au Congo de quitter la République démocratique du Congo n'a rien à voir avec les sanctions. C'est plutôt une décision, je dirais, administrative, une décision responsable des gens qui voient leur population, leurs citoyens se retrouver dans un pays où il y a des risques que leur intégrité physique soit menacée. Donc, c'est ça. Et on aimerait que nos gouvernements africains aussi fassent la même chose. Que lorsqu'on sait qu'il y a des troubles dans un autre pays, on voit où sont les Congolais qui sont menacés et on envoie l'aide pour pouvoir les prendre, ou les prendre en charge ou les placer dans des pays voisins. Donc, c'est tout simplement une réaction normale. S'ils ne le font pas et qu'après il y a des risques, et il y a des troubles et il y a des Américains qui meurent, ils auront des problèmes. Ça, c'est un problème vraiment interne, américano-américain. C'est comme ça que je vois ça. Mais en même temps, ça envoie un signal pour dire que ce pays n'est plus crédible. Ça envoie un signal aux investisseurs, ne venez pas ici. Ça envoie un signal aux touristes, ne venez pas ici. Ça envoie un signal même aux Congolais, qui pour certains ont la nationalité étrangère, européenne, américaine, pour leur dire quittez, il n'y a rien de bon ici. Donc, il s'envoie aussi un autre signal auprès de la population qui, elle, ne peut pas fuir, pour leur dire bientôt ça va barder, ce sera la Libye, ce sera l'Irak, ce sera la guerre qui va commencer. En fait, c'est ça aussi le côté psychologique. Ils mettent donc une pression sur le gouvernement. Bon, maintenant, avec les sanctions, l'historique des sanctions, permettez-moi d'être un peu plus long sur cela. C'est que quand les sanctions ont commencé, il y avait aussi d'autres éléments qui favorisaient qu'on mette plus la pression sur les sanctions. C'était le problème que très peu de gens connaissent, ou bien quand ils le connaissent, ils n'ont vraiment pas mis trop d'accent sur ça. C'est que depuis septembre 2013, le gouvernement, particulièrement le président de la République du Congo, la démocratie du Congo, Joseph Kabila, avait décidé de suspendre les adoptions. De suspendre, non, ce n'est même pas de suspendre les adoptions, mais il a donné l'ordre à la Direction générale des migrations congolaise de ne plus permettre la sortie des enfants congolais adoptés par des couples étrangers. Très souvent, c'était des couples belges, français, américains, canadiens, donc les occidentaux. Et c'était sa stratégie à lui pour que dans les couloirs de Washington, on parle plus de ce dossier que de son projet à l'époque de pouvoir rester au pouvoir pendant longtemps. Et donc, ces familles-là, par exemple, pour le cas des familles américaines, on parlait d'au moins 400 familles. Ces 400 familles avaient fait un lobby. Ce n'est pas des familles pauvres. Vous pouvez imaginer. Et ils ont commencé à faire la pression sur le gouvernement américain, sur le Sénat, avec beaucoup de bruit, pour demander qu'il y ait des sanctions. En fait, c'est comme ça que les histoires des sanctions ont commencé.
C'était parce qu'il y avait des familles américaines qui ça n'avait rien à voir avec la politique. Au début, ça n'avait rien à voir avec la politique. Il faut vraiment qu'on reste dans l'historique, parce que beaucoup de gens n'ont même pas cette information. Il faut qu'on éclaire les gens. Au début, ça n'avait rien à voir avec la politique. Ces familles ont mis leur argent, ont pris des lobbyistes, et ils ont commencé à mettre la pression sur le Sénat, la pression sur le gouvernement pour dire « ce monsieur Kabila n'a pas de cœur ». Comment est-ce qu'il peut permettre à ce qu'on nous octroie des jugements d'adoption? Donc, Kabila, le président, n'a pas annulé ou interdit que les Américains, les Français, les Canadiens adoptent des enfants. Non. On adopte l'enfant, mais au moment de le faire sortir du pays, à la frontière, on lui dit non, le président a dit l'enfant ne peut pas sortir. Et depuis le temps où il avait pris cette décision, il y avait au moins 15 enfants qui étaient morts. Pendant ces temps-là. Voilà, des enfants adoptés qui sont morts. Donc, c'est des enfants américains morts au Congo, donc c'était des Congolais, mais c'était devenu américains, morts au Congo parce que le président refusait qu'ils sortent. Donc des enfants qui ont eu déjà la citoyenneté américaine. Ou les séjours en fait aux États-Unis, mais qui restaient toujours bloqués. Toujours là. Et les familles qui ne sont pas, comme je l'ai dit, des familles pauvres, étaient régulées sur Kinshasa. Ils ont frappé toutes les portes. Ils sont allés voir M. Benminaku pour qu'il aille parler au président. Quand il est allé parler au président l'a même menacé. Tellement il était très énervé. Ils ont parlé de ce dossier à tout le monde, à tous les gens qui pouvaient les entendre, les écouter. Les Belges, eux, ils ont fait autre chose. Ils ont dit, ben, si le président ne libère pas les enfants des familles belges, bon, les membres de famille de la famille présidentielle qui vont souvent en Belgique pour des soins, on ne va plus leur donner des visas. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Donc c'est comme cela qu'on a dit, ok, on a libéré les enfants qui étaient adoptés par des familles belges. Et ça a augmenté encore la pression. Maintenant, dans l'entretemps, il y a la coïncidence avec la crise politique qui commençait à s'annoncer parce que le président montrait qu'il voulait rester au pouvoir. Donc ça coïncidait avec les contextes politiques. Donc ça coïncidait. Donc il y avait maintenant le dossier des lobbyistes de ces familles-là avec les lobbyistes des opposants. Pour dire que le gouvernement est un gouvernement dictatorial, c'est un gouvernement qui ne répond pas aux aspirations du peuple, il doit être sanctionné et le président cherche à rester au pouvoir au-delà du temps imparti par la Constitution. Quand on a résolu partiellement le problème de ces enfants, ça veut dire qu'on a permis à près de 80% de ces enfants de sortir, la tension a automatiquement baissé. Vous allez remarquer qu'à un moment donné, on ne parlait plus de cette histoire des sanctions. Les gens ont même oublié qu'il y avait des sanctions. C'est parce que tout simplement, l'une des parties qui mettait pression n'était plus dans le jeu. Mais maintenant, il s'agit d'autre chose. Maintenant, il ne s'agit plus de l'histoire de ces enfants-là. Maintenant, il s'agit du fait que le président a vraiment montré par des actes qu'il ne veut pas partir. La majorité présidentielle a vraiment montré par des actes qu'elle a l'intention de rester au pouvoir, par défi. Malgré ce que le peuple congolais est en train de demander, ça veut dire l'alternance, l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Donc maintenant, nous sommes dans un format de pression du gouvernement américain qui maintenant, je l'espère bien, vont être rejoints par le gouvernement européen. Parce que les sanctions, ça a de l'impact seulement quand c'est fait en groupe. Quand les sanctions sont seulement faites par un seul pays, ça n'a vraiment pas beaucoup d'impact. Quel pays? Les États-Unis? Ouais, les États-Unis ne peuvent pas venir seuls dans un dossier congolais. Il faut qu'il y ait les Belges, la Belgique, il faut qu'il y ait les Français, il faut qu'il y ait les Anglais, il faut qu'il y ait même l'Allemagne. Donc c'est comme ça. Moi, je ne soutiens même pas la théorie des sanctions. Mais à qui profitent ces sanctions? C'est prouvé par tous les spécialistes que les sanctions n'ont jamais vraiment atteint le but. Mais ils ont plus l'avantage de montrer à la population qui est déjà meurtrie que vous n'êtes pas seul. Donc les gens qui se sentaient peut-être isolés, ils se disent « Ah, ok, on est dans la dictature de ce gouvernement, mais on n'est pas seul, il y a quand même des gens à l'extérieur qui peuvent nous aider. » Mais quand on voit le cas par exemple du Zimbabwe, où il y avait des sanctions, on voit le cas de certains pays qui ont des sanctions, on se pose la question de savoir qui va vraiment souffrir plus des sanctions. Est-ce que c'est la population ? Est-ce que c'est le président? Le président, il est multimilliardaire, il peut s'en sortir. Si vous me dites déjà que vous allez bloquer tout mon argent qui se trouve chez vous, je ne suis pas assez idiot pour le laisser chez vous. Je veux l'enlever avant. Et puis, on est en train de bloquer l'argent que les généraux, le général Amissi ou Tangofor, ou le général, l'autre, John Numbi, auraient aux États-Unis. Est-ce que c'est vérifié qu'ils ont de l'argent? S'ils n'ont pas de l'argent, donc c'est un coup d'épée dans l'eau. Il faut qu'on soit quand même réaliste. Il y a des gens que les Congolais connaissent,
qui sont l'incarnation de la dictature de ces régimes. Il y a des gens qui sont l'incarnation de notre souffrance. Il y a des gens qui sont là pour encourager le président de la République en lui disant « Oh, tu peux rester ici même 30 ans, même 50 ans au pouvoir », qui sont en train de nous emmener cette dictature-là que les gens ne veulent plus. Et ces gens, on les connaît. Pourquoi ne pas sanctionner ces gens-là? Et pourquoi ne pas le faire d'un commun accord? Pourquoi ne pas que les sanctions incluent aussi l'Union africaine? Et pourquoi les sanctions, c'est seulement les Américains? Ça donne plus l'impression que c'est l'Amérique qui a un problème personnel avec le président Joseph Kabila. Alors qu'ici, c'est le peuple congolais qui a un problème avec les dirigeants, qui veulent changer tout simplement des dirigeants parce qu'ils ont très mal géré. On a suivi aussi la déclaration de M. Tobias, qui est le sous-secrétaire d'État britannique en matière africaine, mais il a aussi souligné que la situation est telle qu'il faut que la situation politique, les contextes politiques changent. Notamment, il a fait allusion aux nombreuses arrestations politiques, violations des droits de l'homme. C'est pas aussi prélude aux sanctions peut-être européennes, britanniques? Ils sont pris dans leur propre piège. Ils ont formé un monstre, ils ont un problème maintenant avec leur monstre. Kabila est un produit des Occidentaux quelque part. Il faut quand même qu'on ait le courage de se le dire. Il ne faut pas qu'on se voie à la face. Ils ont formé un monstre. Ils ne pensaient pas, en tout cas je pense pas qu'ils pensaient qu'il allait devenir le dictateur qu'on est en train de combattre aujourd'hui. Ils ont pensé au début que bon, c'est un jeune homme innocent, et il n'a pas géré avant. Et, bon, il venait de perdre son père qui a été assassiné. Donc, bon, certainement qu'il va amener la démocratie et le Congo va devenir comme Singapour. Certains vraiment étaient peut-être sincères, mais aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est un monstre. Bon, il faut qu'eux-mêmes puissent en finir avec leur monstre. Mais aussi, qu'est-ce qu'on doit croire? Nous devons croire ce que les Occidentaux disent ou nous devons croire ce que les Occidentaux font? Je donne un parallélisme, une comparaison. Quand il y avait le problème à l'est du Congo, on avait accusé le Rwanda de soutenir le M23. Les États-Unis ont décidé de suspendre leur aide. Mais c'était quelle aide? C'était une aide de 200 000 $. C'est rien ça. Ça n'a pas été effectif. Donc c'est juste des effets d'annonce pour montrer à la population meurtrie que bon, on est avec vous. En fait, on est en train de gérer notre colère. Tout le monde, tous ceux qui mangent au Congo, savent que les Congolais sont en colère. Mais à l'allure où vont les choses, les paysages politiques, les contextes politiques actuels, on a vu ce qui s'est passé entre le 19 et le 20 septembre à Kinshasa, on a vu tout ce qui s'est passé à Kananga et à Lubumbashi, il y a eu des tentatives aussi. Penses-tu que le Congo est au bord de l'embrasement? Oui, et depuis longtemps. C'est peut-être maintenant que les gens voient, mais c'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps. On fait tout pour gérer ça. On ne fait que repousser le débordement, la colère. C'est ça. Le Congolais est très, très énervé. Il ne se retrouve pas. Le vrai problème, c'est quoi? Il est social. Qu'on se le dise, il est social. Parce que si on nous emmène aussi dans un langage du genre, dès que le président Kabila quitte le pouvoir, le Congo sera un paradis, ça c'est un gros mensonge. Il faut quand même qu'on se le dise. On nous a dit que les problèmes c'était les Belges. Et que si les Belges partaient, je ne suis pas pour la colonisation, je suis contre la colonisation. Mais quand même on nous disait que dès qu'ils partaient, on allait avoir une vie meilleure. Et ils sont partis, on a continué à souffrir. Après on nous a dit que le problème c'était M. Mobutu. Le président Mobutu est mort. Il a quitté le pouvoir, enfin, on l'a chassé avant sa mort. Mais après, aujourd'hui, on vit Mobutu bis. Donc, à un moment donné, on doit poser le vrai problème. Le problème, c'est le système. C'est le système qu'il faut déboulonner. C'est le système qu'il faut changer. Alors, s'il faut changer le système, est-ce qu'on doit changer le système seulement par des colères et des actions sporadiques comme ça, émotionnelles? On doit voir dans le long terme. Est-ce qu'un homme peut changer un système? Non, seul un système peut changer notre système. Il faut déjà que les gens qui veulent remplacer ce système forment eux-mêmes un autre système dans l'ombre qui lui garantit les intérêts de tout le monde. Mais quel système accorder confiance? Parce qu'il y a eu autant de systèmes, il y a eu autant de personnalités qui, avec des discours fabuleux pour changer les systèmes, mais rien n'a changé. C'est comme si c'est un éternel recommencement. Non, le problème du Congo, c'est l'impunité et l'absence de conscience. Si lorsque Mzee Laurent-Désiré Kabila avait pris le pouvoir, si on avait vraiment discipliné tous les voleurs de la Deuxième République,
par des actions révolutionnaires et des jugements publics, je ne pense pas qu'on sait aujourd'hui où on est. Tout a commencé par ce qu'on appelait à l'époque la révolution pardon, où on disait, bon, pardonnons, ce sont nos frères, hein, et on a mis quelques-uns en prison juste pour leur soutirer un peu d'argent. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il faut aujourd'hui une vraie révolution populaire. Il faut que le peuple prenne sa destinée en main. Et c'est le peuple lui-même qui va emmener un nouveau système. Et ce nouveau système, c'est quoi? Il faut un sang nouveau. On ne peut pas continuer avec ces mêmes politiciens, que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Parlant du système, toi-même tu es jeune de la diaspora, tu es avocat, tu es parmi l'élite de la diaspora ici en Angleterre. Quel système avons-nous besoin actuellement au Congo? Que devrons-nous faire pour changer, ces systèmes? Bon, il y a beaucoup de détails que je ne peux pas donner ici pour ne pas aussi faciliter le travail des projets des sociétés, des partis politiques qui peuvent nous suivre. Mais ce qu'il faut, c'est d'abord une action qui doit être une action populaire. C'est-à-dire que le peuple doit faire quelque chose dans sa manifestation, dans sa colère, pour montrer à tout le monde que vraiment trop c'est trop. On ne peut pas continuer avec ces jeux. Aussi longtemps que le peuple ne le fait pas, et que c'est toi ou moi qui le dis seulement dans des vidéos comme on est en train de le faire, les gens vont prendre ça seulement comme des opinions. On va dire, oh, c'est son opinion. Mais si le peuple descend dans la rue, chasse ce pouvoir par la force populaire, déjà ça, ce sera le point numéro 1. Tout le monde va comprendre qu'au Congo, désormais, on ne peut pas seulement être ministre, voler, puis penser que demain, on aura une fin heureuse. Tout le monde comprendra qu'au Congo, on ne peut pas changer la constitution pour juste se pérenniser au pouvoir. Tout le monde comprendra qu'au Congo, les gens commencent quand même à prendre conscience que d'abord, nous sommes des êtres humains et nous avons des droits. Nous avons suivi des messages, le Congo n'est pas le Burkina. Il y a certaines opinions même qui sont contre anti-révolution populaire. Les ciels ne tombera pas de la tête. Penses-tu qu'une révolution est la réponse à la situation? Oui, la révolution est la réponse à la situation, mon frère. On dit la révélation conduit à la révolution. Hein, pour nous les chrétiens, nous disons, vous connaîtrez la vérité et la connaissance de la vérité vous rendra libre. Les Congolais, qu'est-ce qu'ils faisaient qu'ils ne se fâchaient pas? On les trompait. On leur disait les 5 chantiers, on leur disait la révolution de la modernité, on les vendait des illusions. Après, à un moment donné, leurs yeux ont commencé à s'ouvrir. Comment? Par le travail des gens sur terrain et aussi d'autres à l'extérieur qui ont commencé à leur vendre et à leur présenter le vrai message qui est la vérité. Leur dire non, les routes que vous avez là ne sont pas les vraies routes. Non, il n'y a pas de routes qui ont été construites. L'aéroport que vous avez, c'est un aérogare. Ça, ce n'est pas un aéroport standard du 21e siècle. Non, ce n'est pas normal que vous ayez le délestage tous les jours. Ce n'est pas normal que pour avoir de l'eau, vous devez prier. Non, ce n'est pas normal que vous ayez tout le temps une vie où vous travaillez pendant 36 mois, on ne vous paye pas. Les gens pensaient que c'était normal. Les gens ont commencé à accepter l'inacceptable. À accepter que dans une maison, les gens peuvent manger à tour de rôle. À accepter que c'est normal qu'on ait faim, mais qu'on aille acclamer les dictateurs. À accepter que c'est normal comme militaire qu'on n'aille pas à manger, mais qu'on soit toujours à son poste. Si je suis militaire et que tu ne me payes pas, je vais me révolter. Je veux me révolter parce que me payer, ce n'est pas une faveur que tu me fais, c'est mon droit. Et quand la pauvreté, ce n'est pas seulement l'absence de nourriture, c'est aussi l'ignorance de ses droits. Quand si tu ne connais pas tes droits, tu peux faire tout un voyage dans l'avion et ne même pas demander la nourriture parce que tu penses que dans ce vol-ci, la nourriture est payante. Alors que cette nourriture est peut-être dans le prix du billet que tu avais déjà payé. Donc quand tu es dans l'ignorance, les gens vont te martyriser, te faire souffrir. Ils étaient combien les Anglais quand ils colonisaient l'Inde à l'époque? C'était qu'un petit pays, l'Angleterre à l'époque, le Royaume-Uni, et l'Inde était une très grande nation en termes de peuple. Mais on avait pu quand même jouer avec le mental des Indiens, jusqu'à ce que Gandhi vienne et qu'il commence à leur dire non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que cet Anglais qui a quitté son pays vienne ici, qu'il ait à manger et que toi tu n'aies pas à manger. Ce n'est pas normal. Et c'est la même chose que nous faisons dans le travail dans notre groupe Conscience pour le Nouveau Congo, qui fait partie de la branche des Rebelles de Congo. Où nous sommes en train de dire aux gens, il y a des choses qui ne sont plus normales. Notre pays n'est pas normal. Un pays normal, c'est un pays qui marche selon les normes.
Si je dis que cette maison est normale, ça veut dire qu'elle a été construite selon les normes de construction. Quand elle n'est pas construite selon les normes de la construction, c'est une maison anormale. Chez nous, tout est anormal. Et il faut que les gens, à un moment donné, quittent leur sommeil, se réveillent de leur sommeil. Je veux conclure et vais chuter en disant, l'inconscient collectif est imprévisible. Il se réveille au moment, au jour et à l'heure où personne ne s'y attend. C'est pour cela qu'on pense que le peuple congolais est un peuple à la pensée gauche, à la pensée oblique, qui se fâche quand on veut qu'elle se calme, qui se calme quand on attend qu'elle puisse se fâcher. C'est tout simplement parce que l'inconscient collectif populaire, personne n'a son monopole. Mais les signes que nous avons actuellement montrent que l'inconscient collectif populaire est en train de se réveiller. Et ce réveil sera brutal, vraiment brutal. Tu as fait allusion à la conférence qui est organisée à Washington, Rebuild the Congo, Rebuild the Congo Group a organisé, tu étais chairman de Rebuild the Congo, tu as organisé une conférence à Washington, et nous avons vu l'orateur principal, c'était Cohen, qui était là, l'ancien sous-secrétaire d'État. Non, il y avait deux orateurs, il y avait lui et moi. Il y avait deux orateurs, il y avait Cohen, l'ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, et puis il y avait, toi aussi, tu étais présent. Pourquoi Cohen à cette conférence? Quelle est son influence actuelle? Il n'est plus au pouvoir, il n'est plus aux affaires. Ah, il est toujours influent. Qui a construit la station de gaz méthane, de transformation de gaz méthane en énergie au Rwanda sur le lac Kivu? C'est qui? Je pose la question. C'est M. Herman Cohen. Donc il n'est plus aux affaires. Les gens n'ont pas l'information. Les gens n'ayant pas l'information, ils disent n'importe quoi. Et je comprends, parce que moi, je pardonne tout celui qui n'a pas l'information. Celui qui n'a pas l'information a le droit de faire des analyses qui tombent de fois dans le néant, parce qu'il n'a pas les éléments. Nous, on a pris M. Herman Cohen pour une simple raison, parce qu'il connaît le Congo, et il est tout simplement la première personne à avoir dit comme cela dans les médias. Je crois que c'était sur Al Jazeera, je ne sais plus trop bien. Avoir dit dans les médias, M. Kabila a très mal travaillé, il doit partir. Cette phrase-là, il n'y a aucun autre occidental qui l'a dit, jusqu'à aujourd'hui. Mais jusqu'à aujourd'hui, où nous parlons, il n'y a aucun Belge, aucun Français, aucun autre Américain, aucun Canadien, aucun Britannique qui a dit « Monsieur Joseph Kabila doit partir, il a très mal travaillé ». Il a fait aussi allusion à la balkanisation du Congo. Oui. C'est un message qui n'a pas été bien accueilli dans le milieu congolais en général. Oui, il a dit que dans le département d'État, le Kivu fait partie du Rwanda. Pendant la conférence, les gens lui ont posé cette question et il a eu l'opportunité de répondre. Moi, ce n'est pas moi qui fais la déclaration, c'est sa déclaration. Je ne veux pas devenir le défenseur d'Herman Cohen. Il faut quand même qu'on limite les choses. Moi, je suis congolais, je travaille pour le Congo. On l'a tout simplement invité pour une conférence. Il a dit que Kabila doit partir. On dit, ok, s'il dit que Kabila doit partir, invitons-le, on va écouter ce qu'il va dire. Maintenant, on s'arrête là. Si on doit collaborer sur d'autres projets, on va aviser. Et puis, c'est aussi parce que moi, je l'ai aidé à traduire son livre qui est en anglais, à le traduire en français, et avec l'édition Mediapol, qu'on appelait avant Média Saint-Paul d'Afrique à Kinshasa. Donc voilà, on a juste une amitié, une collaboration comme ça de ce genre-là. Il a ses positions, ce sont ses positions à lui, il devra bien les justifier devant le peuple congolais et devant l'histoire. Nous avons suivi cette conférence à Washington et tu étais présent, il y avait du monde quand même, autant de questions, notamment ces questions générées autour de la participation politique, de la participation effective de la jeunesse congolaise dans la diaspora. Tu es jeune, quelle est ta position sur le Congo? Le Congo est jeune. 70%, pour dire dans le français des Belges, 70% de la population congolaise est jeune. Donc la majorité de l'électorat, c'est la jeunesse. Et un pays où la majorité de la population est jeune, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est d'ailleurs très positif. Ça veut dire que ce pays a de l'avenir. On peut investir dans ce pays. Mais on se pose une question. Comment est-ce que la majorité qui est jeune est tout le temps en train de suivre des gens d'un certain âge qui ont acquis des méthodes et des manières de faire dont on n'arrive pas à se débarrasser?
Moi, je ne comprends pas comment est-ce que jusqu'à aujourd'hui, des gens qui ont été dans l'époque de mon grand-père, qui même était député, député au temps de la première législature, au temps de la première République, le père à ma maman. Mais comment est-ce que jusqu'aujourd'hui, on a encore jusqu'aujourd'hui des gens de la première République qui continuent à influencer notre politique? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu transfert de bâton, un peu comme dans une course où on se fait passer le bâton de relais, une course de relais. Et ça, par contre, ça inquiète. Les jeunes, même dans les partis politiques, c'est quoi leur rôle très souvent? Acclamer, mettre les affiches, les calicots. Ceux qui sont même dans la diaspora, qui sont jeunes, ils préfèrent se mettre derrière des gens qui vont mourir demain que eux-mêmes s'engager dans un schéma de la politique pour aussi représenter les idéaux de demain. Je pense quand même que mon existence seulement en soi et ma décision, malgré le fait que je suis pasteur, prédicateur, de m'engager en politique, c'était un message et c'est un signe de temps. Pour dire que maintenant les jeunes Congolais veulent se prendre en charge. Comme nous disait Mouzé Laurent Désiré Kabila, prenez-vous en charge. Comme aime bien le répéter l'idée de Mouzé Kabila, le président Tshisekedi, prenez-vous en charge. Eh bien, je pense que c'est le temps pour nous de nous prendre en charge. C'est seulement triste qu'on nous dit prenez-vous en charge, mais on ne vous donne pas les moyens. Mais penses-tu que la diaspora, tu as fait allusion notamment à la jeunesse, la diaspora congolaise pourrait jouer une solution effective, une solution politique, pourrait constituer une solution politique? Dans tous les pays où il y a eu récemment des changements, ce sont les jeunes qui ont fait ça. Dans tous les pays. Dans tous les pays où il y a eu des changements. Même là où il y a eu ce qu'on appelait les printemps arabes, ou au Burkina Faso, même les changements qui étaient intervenus en Côte d'Ivoire. Vous avez des gens très jeunes qui se sont engagés et c'est comme cela qu'on a pu avoir les changements. C'est la jeunesse qui va amener les changements. Et ces changements doivent être incarnés par un leadership jeune, avec une vision éclairée et des réponses appropriées et qui n'agit pas seulement sur base de l'émotion et de la colère. Patrick, cette caméra est la tienne. Un message particulier à cette jeunesse-là, à cette diaspora, par rapport au contexte politique actuel, au futur du Congo aussi. Un message? Chers amis, moi c'est Patrick Djembe. Depuis Londres, où je suis, j'aimerais tout simplement dire à tous les jeunes Congolais, ceux qui sont au pays, en République démocratique du Congo, ou bien en dehors de la République, qui sont en exil, qui sont dans la diaspora, comme on aime bien les appeler, j'aimerais dire à chacun d'entre nous que c'est l'heure pour nous de nous prendre en charge. C'est aussi l'heure pour nous d'emmener des solutions innovatrices, de chercher une autre approche. L'équipe qui ne gagne pas, on doit la changer. L'équipe qui gagne, on ne la change pas. Les méthodes qu'on a utilisées depuis près de 10 ans maintenant ont prouvé leurs limites. Il faut penser à autre chose. Il faut penser diplomatie. Il faut penser planification. Et ce n'est pas impossible que de rêver que demain, c'est la jeunesse congolaise qui va prendre le leadership de notre pays. Ce n'est pas dire que nous sommes dans une guerre de génération avec nos papas, avec nos mamans, avec nos grands-parents, nos grands frères. Non, pas du tout. On aura toujours besoin d'eux pour des conseils. Mais je pense que dans notre pays, la République démocratique du Congo, l'heure a sonné de renouveler le personnel politique avec une nouvelle classe politique, un sang nouveau et une nouvelle vision. Et vous, les jeunes Congolais, nous, les jeunes Congolais, nous pouvons le faire. Qu'on ne vous dise pas, ne parlez pas à celui-ci, n'approchez pas les Américains, ne parlez pas aux Anglais, n'approchez pas les Français, ils sont contre nous. Mais si vous ne parlez pas aux Américains, on veut que vous parlez à qui? On veut vous amener peut-être en Corée du Nord, ou bien on veut vous amener chez les Russes. Non, vous vivez en France, parlez aux Français. Vous vivez en Angleterre, parlez aux Anglais. Vous vivez au Canada, parlez aux Canadiens. Vendez votre rêve, travaillez et un jour nous allons avoir le résultat. Ce sera le changement dans notre pays avec un nouveau leadership. Merci et que vraiment la République démocratique du Congo soit bénie et protégée par Dieu comme nous l'espérons nous tous. Merci Patrick d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pour savoir un peu plus sur nos précédents programmes, vous pouvez visiter notre page YouTube Mediapraxis. Pendant ce temps, je vous dis au revoir et nous allons nous retrouver à notre prochain numéro. Merci, au revoir.